Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil des ministres s'est réuni en présence du chef de l'État et plusieurs décisions ont été prises. Vous suivrez un extrait du compte rendu dans ce journal. Le président du Conseil électoral a procédé ce matin à Cotonou au lancement d'un atelier sur l'institutionnalisation de l'approche de l'équipe de base de la CEDEAO en matière d'observation des élections. En France, la vaccination est désormais obligatoire pour le personnel soignant et le personnel de santé. Ceux qui refusent risquent une suspension de contrat. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui et a adopté plusieurs décrets, entre autres l'approbation des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et la dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et la nomination de son liquidateur. Suivez ici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres lu par le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbeji. Au chapitre des mesures normatives, la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. Le Conseil a, par ailleurs, au titre des autres mesures normatives, adopté les décrets portant approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ et de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, puis le décret portant dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur. Au chapitre des communications, en un, le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Flakodji à Cotonou. L'optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouida nécessite des aménagements complémentaires. Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadiaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Flakodji. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Flakodji. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3 461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. Ce journal se poursuit. Parlant de Covid-19, des individus ont été interpellés dans une affaire de falsification des carnets de vaccination contre la Covid-19. Au terme de son point de presse, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbeji, est revenu sur les faits. Suivez. Et observé que des individus ont été présentés au procureur de la République pour trafic de carnets de vaccination autour de la COVID. L'option du gouvernement qui a été annoncée, défendue, promue et prônée de tout temps, en dehors des gestes barrières, c'est de nous faire vacciner. Et des efforts sont engagés, des ressources sont engagées par le budget national et par les partenaires de notre pays pour mettre à disposition les vaccins. Il s'observe que
effectivement quelques individus du secteur de la santé, mais avec des complices au sein de la population, dans le but d'échapper à la vaccination, ont mis en œuvre leur stratagème qui consiste à faire passer des personnes pour vacciner alors qu'elles ne le sont pas, et pour donner du crédit à leur entreprise, vont jusqu'à leur délivrer des carnets qui tendraient à attester que ces personnes ont été vaccinées. La manœuvre rapporterait jusqu'à 200 000 francs CFA à l'agent de santé qui se prêterait au jeu. Ayant eu l'information, le gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé, il a été décidé d'observer, de suivre, jusqu'à prendre sur le fait les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et cela a effectivement débouché sur les premières interpellations. Je peux vous dire que d'autres indices sont en observation et qu'il n'est pas du tout exclu que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres personnes interpellées qui auraient à répondre donc de cet agissement inqualifiable. Je vous l'annonçais en titre, le président du Conseil électoral a procédé ce matin à Cotonou au lancement d'un atelier sur l'institutionnalisation de l'approche de l'équipe de base de la CEDEAO en matière d'observation des élections. Des experts venus des pays membres de l'institution sous-régionale prennent part aux travaux. Clémence Tonoucoin était à l'ouverture de l'atelier. Voici son compte rendu. La rencontre initiée par le président de la commission de la CEDEAO vise à réfléchir et faire une analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme en Afrique de l'Ouest. Au bout des 3 jours de travaux, il est attendu des résultats concrets qui seront exploités dans la définition, la direction et la gestion interne des missions futures de l'institution sous-régionale. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de la CEDEAO dans l'accompagnement des processus électoraux, en amont comme en aval, est l'objet d'un sérieux questionnement du citoyen. Nul ne peut rester indifférent à cette perception que nous ne pouvons corriger sans des réformes ou des ajustements périodiques. Cet atelier s'inscrit dans cette démarche puisqu'il vise non seulement à formaliser les équipes de base, mais également à susciter des idées novatrices sur leur travail, en lien avec les observateurs de long terme, en apportant aux besoins des améliorations substantielles aux diverses phases du processus. Nous, on s'est demandé, est-ce que la direction dans laquelle nous avançons est conforme aux attentes de nos États et de nos peuples? C'est pour ça que le président de la commission, M. Kassi Brou, a autorisé que nous organisons, nous rassemblons ces experts que nous avons l'habitude de déployer pour s'asseoir et réfléchir sur comment améliorer la qualité des déclarations, la qualité des rapports et la qualité de nos interventions sur le terrain. Venu présider le lancement officiel des travaux, le président du Conseil électoral a magnifié la tenue de cette rencontre. Selon lui, les travaux vont permettre d'améliorer la gestion des processus électoraux dans les pays membres de la CEDEAO. Les présents ateliers sont la preuve que notre organisation a le souci de mieux assister les organes de gestion des élections en améliorant la qualité de ces interventions. Qu'il s'agisse aussi bien de l'assistance financière, technique, logistique, que du développement des observations à long terme sur le terrain. Les travaux de cet atelier, qui regroupe une vingtaine de participants venus des pays membres de la CEDEAO, prennent fin le vendredi prochain. Les apprentis au métier de l'artisanat suivent une formation de plusieurs années. Vous le savez, cette formation est un moyen efficace pour acquérir le savoir-faire. Mais durant leur apprentissage, ils sont confrontés à diverses difficultés. Carnot François Ngbelereto s'est rendu dans des ateliers pour se convaincre de leur réalité et des rapports apprentis-patrons. Suivez son reportage. La formation au métier de l'artisanat requiert un suivi professionnel d'excellence qu'est l'apprentissage. Au nombre des principes et conditions indispensables à l'apprentissage, le dévouement, la disponibilité et la courtoisie. Il y a d'autres apprentis qui sont dociles et respectueux, mais il y a d'autres vraiment, il faut avoir la patience avec eux.
Et surtout le retard et le refus d'obtempérer aux injonctions du patron. Il y en a aussi qui comprennent très vite, il y en a aussi qui comprennent très lentement. Durant leur période de formation, les jeunes à la quête du savoir sont d'abord confrontés aux réalités de l'entreprise ou de la discipline et à celles liées au métier de l'artisanat. Un calvaire au quotidien à en croire les apprentis, mais ils maintiennent le cap. Comme c'est une passion, on se donne avec choix. Mon patron, en fait, il est gentil. Bon, papa, il est trop gentil pour qu'il y ait un truc des prises de bec et autres. J'appelle automatiquement le patron, je lui dis, c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai bien voulu être là, mais pas faute de moyens, je ne sais pas plus. Donc, je lui demande de l'aide financièrement et puis il m'aide. J'ai pu m'adapter au rythme de la DLE et je m'en sors un peu. C'est un peu difficile parce qu'avant, j'étais à la maison et je faisais tout à l'heure. Mais quand j'ai commencé ici, parfois on va à la maison à 19h, 19h30. Et quand mon mari revient, parfois il s'énerve parce que le manger n'est pas encore prêt, tout ça là. Mais il a aussi compris. En tant que femme mariée, je dois me comporter en tant que telle. Donc, même avec les amis là, je cause, mais notre causerie a des limites. Aussi, la non-définition d'un horaire de travail est-elle également perçue comme une difficulté pour ces apprentis, même si certains responsables s'emploient à y remédier? Il peut y avoir que l'enfant doit sortir à 19h et voilà qu'il y a un peu du boulot, donc tu es obligé de prolonger un peu l'aide de l'enfant. Peut-être qu'il peut sortir à 20h en ce moment ou 20h30. Je prends mon téléphone, j'appelle les parents, dis ton enfant, il ne peut pas sortir à 19h peut-être, et ça serait à 20h. Ils n'aiment pas du tout que leurs enfants aillent au-delà de 19h. Donc ceux-là, à 18h30, je les libère, et les autres à 20h, je les libère. À l'instar de toute situation d'apprentissage, les fautes lourdes ou insuffisances de la part des apprentis méritent diverses sanctions. Si tu essaies de les taper trop, ils risquent de quitter. Donc on essaye de les amadouer un peu avec quelques 2 coups de palmatoire pour qu'ils se fassent truc. Parce qu'il faut aussi les apprendre comment respecter les clients. Ensemble des mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances, l'apprentissage exige beaucoup de sacrifices, de rigueur et d'application pour mieux assimiler les notions. Hors du Bénin, en France, la vaccination est désormais obligatoire pour le personnel soignant et les personnels de santé. Ceux qui refusent risquent une suspension de contrat. Les médecins et les infirmiers sont concernés, de même que les pompiers, les aides à domicile et les ambulanciers. Les syndicats redoutent des ruptures de soins du fait de l'insuffisance de personnel. On écoute François Hiss, secrétaire général CGT de la Seine-Maritime. Pour la vaccination, mais contre son obligation. Et actuellement, nous avons des professionnels qui sont dans la contrainte, et le titre de votre sujet aujourd'hui le dit bien, les soignants sont dans la contrainte. Nous sommes plus dans la volonté de l'explication pour essayer de convaincre les professionnels de cette vaccination. Puisque là, il y a encore beaucoup de professionnels, des ambulanciers ou d'autres, qui sont toujours dans cette hésitation, légitime ou non, ce n'est pas le débat, mais il faut entendre leurs craintes et justement comprendre pourquoi ils hésitent encore à se faire vacciner. Vous avez là un gouvernement qui a eu des messages contradictoires durant 1 an et demi. Un coup, il ne fallait pas mettre les masques, un coup, il fallait mettre les masques, etc., etc. La crise, elle a été gérée par les hospitaliers et par tous les professionnels de santé. Et à ce titre, on nous doit un petit peu de reconnaissance et un petit peu de respect. En Norvège, après la nette victoire de la gauche aux législatives lundi dernier, les consultations commencent pour la formation du nouveau gouvernement. C'est la fin de 8 années de règne de la droite et le leader du parti travailliste est en bonne position pour devenir Premier ministre. Suivez.
La gauche norvégienne peut enfin laisser exploser sa joie. Selon Jonas Gahr Støre, le leader de l'opposition, la victoire de son parti travailliste, du parti du centre et des socialistes marque l'avènement d'une ère plus égalitaire. La Norvège a envoyé un message clair. Les élections montrent que le peuple norvégien souhaite une société plus équitable. Merci beaucoup. Mes amis, les électeurs ont ce soir encore fait du Parti travailliste le plus grand parti de Norvège. Ils nous ont confié le rôle de force motrice de la politique norvégienne pour les 4 prochaines années. Nous avons fait un effort formidable pour y parvenir. Une volonté forte de changer son pays. Jonas Gahr Støre a centré sa campagne électorale sur la protection environnementale, réagissant au compte-rendu alarmiste du GIEC sur le climat. Un sujet qui divise dans son propre camp. Quand il prône une sortie douce et progressive de l'économie pétrolière, qui représente 14% du PIB norvégien, les Verts exigent l'arrêt immédiat de l'exploration pétrolière. Et alors que le parti du centre axe sa politique en faveur du monde rural, la gauche socialiste favorise la cause environnementale. Une cause qui trouve de nombreux défenseurs au sein de la population norvégienne. Ce que j'attends du nouveau gouvernement, c'est qu'il se concentre encore plus sur les problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est certainement ma passion et j'espère sincèrement que le gouvernement consacrera encore plus de temps à la crise climatique. Reste aux vainqueurs à se mettre d'accord. Travaillistes, centristes et socialistes devront gommer leurs divergences pour parvenir à former un gouvernement. Cela fait exactement un mois que l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans. Ils ont pris la capitale Kaboul le 15 août dernier et tentent donc de faire bonne figure et de maintenir le pays dans le Conseil des Nations. Suivez. L'Afghanistan sur la voie d'une normalisation diplomatique. C'est en tous les cas la volonté affichée par le pouvoir taliban, de nouveau aux manettes depuis un mois. Le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement a exprimé ce mardi sa reconnaissance envers la communauté internationale. À cette conférence, $1 milliard d'aide a été promis pour l'Afghanistan. Nous remercions tous les pays et organisations qui ont promis cette aide. C'est une bonne action et nous la saluons. En plus de saluer cet engagement, nous promettons que l'Émirat islamique coopérera totalement pour fournir cette aide aux personnes dans le besoin. Une aide bienvenue et nécessaire dans un pays dévasté par plus de 40 années de guerre et qui doit désormais affronter une sécheresse sévère, en plus des conséquences de la pandémie de Covid-19. Certains, comme ici dans les rues de Kaboul, sont contraints de vendre leurs biens pour fuir ou simplement se nourrir. Une situation humanitaire qui rend essentiel le maintien d'un contact avec les talibans. Oui, nous devons avoir un dialogue. Je veux insister là-dessus parce que le pouvoir qui est en Afghanistan n'est pas stable. Les talibans ne sont pas une réalité politique unique. Il y a aussi des frictions et des conflits entre eux. Mais nous devons rapidement ouvrir un canal de discussion pour pouvoir distribuer l'aide et essayer d'évacuer les personnes vulnérables que nous devons protéger. La distribution de l'aide justement est repartie timidement ces derniers jours avec la reprise des vols du programme alimentaire mondial à destination de Kaboul et la distribution de denrées aux plus démunis. Et les vols humanitaires ne sont pas les seuls à avoir repris. Un appareil commercial s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de la capitale afghane ce lundi en provenance du Pakistan, le premier depuis la conquête des talibans. Ces nouveaux maîtres du pays dont tous espèrent également qu'ils tiendront leurs promesses faites aux femmes afghanes, notamment leur droit de travailler et d'étudier. L'un des sujets qui préoccupe le plus les observateurs internationaux et qui pourrait bien servir de thermostat s'agissant des relations diplomatiques entre Kaboul et ses interlocuteurs occidentaux. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne suite de nos programmes et à demain.